Il y a une odeur que je reconnais entre toutes, même à distance, même portée par un vent contraire qui devrait normalement la disperser avant qu'elle n'atteigne mes branches. L'odeur du bois fraîchement travaillé. Ce n'est pas la même odeur que la mienne, celle de mon écorce, de mes feuilles, de ma sève qui monte au printemps avec cette lenteur puissante que rien ne presse. C'est une odeur plus sèche, plus franche, presque blessée, l'odeur du bois qu'on a coupé, poncé, ouvert à l'air pour la première fois après des années, parfois des décennies, passé dans l'obscurité tranquille d'un tronc. Cette odeur-là, je l'ai sentie un matin d'été, portée depuis l'atelier du menuisier qui avait sa demeure au bord du village, à quelques centaines de pas de moi, là où le chemin descend vers la rivière. Ce n'était pas la première fois que je sentais cette odeur venir de chez lui. Un menuisier, dans un village, travaille toute l'année, et le bruit de sa scie, le raclement de son rabot, faisait partie depuis longtemps des sons familiers qui composaient la vie de cette vallée, au même titre que le tintement des cloches ou le meuglement des vaches au matin. Mais ce matin-là, il y avait dans cette odeur une intensité particulière, une concentration que je n'avais pas connue auparavant chez lui, comme si tout son travail des années précédentes n'avait été qu'une préparation à celui-ci. Le menuisier s'appelait, je l'ai su par les conversations que les villageois tenaient parfois sous mon ombre, Antoine. Un homme déjà avancé en âge à cette époque, les mains couvertes de cette peau épaissie et craquelée que donnent des décennies à manier le bois, le ciseau, la varlope. Il avait hérité son métier de son père, comme son père l'avait hérité du sien, et l'atelier qu'il occupait était le même, depuis 3 générations, avec ces mêmes établis usés par le frottement répété des avant-bras, ces mêmes outils suspendus au mur dans un ordre que lui seul comprenait vraiment. Ce matin d'été, donc, Antoine est venu jusqu'à moi, non pas pour s'asseoir contre mon tronc, comme tant d'autres l'avaient fait avant lui et le feraient après, mais pour m'observer, longuement, en tournant lentement autour de moi, la tête levée vers mes branches maîtresses, avec cette attention particulière que les hommes réservent d'ordinaire à ce qu'ils s'apprêtent à acquérir ou à ce qu'ils s'apprêtent à perdre. Je dois vous avouer une chose, moi qui ai vu passer tant d'hommes sous mes branches au fil des siècles, je connais bien des regards. Le regard des amoureux, qui ne voient rien d'autre que l'être aimé, même quand ils croient regarder le paysage. Le regard des enfants, qui voient tout, absolument tout, avec cette avidité neuve qui n'a pas encore appris à trier ce qui mérite l'attention de ce qui ne la mérite pas. Le regard des vieillards, qui voient moins loin, mais plus profond, qui s'attardent sur les détails que la jeunesse néglige. Mais le regard d'Antoine, ce matin-là, était différent de tout cela. C'était le regard d'un artisan qui évalue une matière, non pas moi tout entier, mais des parties précises de moi. Une branche maîtresse qui était tombée l'hiver précédent, sous le poids d'une tempête particulièrement violente, brisée nette à quelques pieds du tronc, et que personne n'était encore venu débiter. Elle gisait là, dans l'herbe, depuis des mois, sa chair mise à nu par la cassure, séchant lentement au soleil et à la pluie tour à tour. Antoine s'est approché de cette branche tombée, s'est agenouillé près d'elle et l'a touchée longuement, de ses mains épaisses et sûres, en suivant le fil du bois avec ses doigts comme on suit, sur une carte, le tracé d'une rivière qu'on connaît déjà, mais qu'on veut vérifier une dernière fois. Il a cogné le bois du plat de la main à plusieurs endroits, en écoutant le son que cela produisait, un son que je ne pouvais pas entendre de la même manière que lui, mais dont je sentais, à travers mes propres racines, la vibration remonter jusqu'à moi. Puis il a hoché la tête, satisfait, avec cette expression qu'ont les artisans quand ils trouvent enfin, après une longue recherche, la matière exacte qu'ils cherchaient sans même savoir peut-être qu'ils la cherchaient. Il est reparti ce matin-là sans rien emporter, mais il est revenu le lendemain avec une charrette et 2 de ses apprentis pour charger cette branche tombée et la ramener jusqu'à son atelier. Les mois qui ont suivi, l'atelier d'Antoine s'est fait plus silencieux que d'habitude. Non pas silencieux au sens où le travail se serait arrêté, mais silencieux au sens où le menuisier avait cessé de recevoir, dans son atelier, les visiteurs habituels qui venaient d'ordinaire commander une porte, un coffre, une huche à pain, ou simplement bavarder en le regardant travailler, comme il est d'usage dans les villages où le temps ne presse jamais autant qu'on le croit. Les villageois qui passaient devant chez lui et qui rapportaient parfois leurs observations sous mon ombre en attendant l'heure de la messe ou en se reposant après le marché, disaient qu'Antonin travaillait désormais porte close, qu'il refusait même à ses propres apprentis l'entrée de la pièce du fond où il avait installé, disait-on, un établi supplémentaire réservé à un seul ouvrage. Personne ne savait exactement ce qu'il fabriquait. Certains pensaient qu'il préparait un cadeau pour le mariage prochain de sa petite-fille. D'autres, plus songeurs, murmuraient qu'un homme de son âge, en travaillant ainsi en secret et avec une telle intensité, préparait peut-être quelque chose de plus grave, de plus définitif. Un dernier ouvrage, disait-il à mi-voix,
comme on prononce une chose qu'on n'ose pas nommer tout à fait. Je ne pouvais rien confirmer de tout cela, moi qui ne recevais que des bribes de rumeurs portées par le vent et les conversations des passants. Mais je sentais, à ma manière, quelque chose de particulier émaner de cet atelier au fil des saisons, une concentration, une gravité douce, qui n'était ni de la tristesse ni de l'inquiétude, mais quelque chose qui ressemblait davantage à de la dévotion. Le genre d'énergie que dégage un homme qui met dans un geste toute la somme de ce qu'il sait faire, tout ce qu'il a appris depuis l'enfance, avec l'intuition, jamais formulée à voix haute, mais présente néanmoins, qu'il ne referait peut-être jamais un geste de cette ampleur. Il a fallu près d'1 an, je crois. Les saisons ont eu le temps de tourner complètement, du plein été de la chute de la branche jusqu'à l'été suivant, avant qu'Antoine ne rouvre la porte de son atelier au reste du village. Et ce jour-là, un dimanche après-midi de fin juin, alors que la lumière tombait dorée sur la place devant l'église, tout le village s'est rassemblé pour voir ce que le vieux menuisier avait fabriqué dans le secret de ces longs mois. C'était un berceau d'une facture si fine, si soignée, que même les gens du village les moins connaisseurs en matière de menuiserie ont reconnu dès le premier regard qu'ils avaient devant eux quelque chose d'exceptionnel. Le bois, mon bois, celui de la branche tombée l'hiver précédent, avait été poli jusqu'à révéler des veines dorées et brunes qui couraient sur toute sa surface comme des rivières miniatures, et Antoine avait sculpté sur les montants du berceau des motifs de feuilles de chêne, si précis, si vivants dans leur découpe, qu'on aurait pu croire qu'elles allaient se mettre à trembler sous un vent invisible. Le berceau était destiné, ai-je appris ce jour-là, à l'enfant à naître de sa petite fille, Élise, celle-là même dont on avait cru, à tort, qu'il préparait le cadeau de mariage l'année précédente. En réalité, le mariage avait déjà eu lieu, discrètement, et c'était la naissance à venir, prévue pour l'automne, qu'Antoine avait voulu honorer par ce dernier grand ouvrage. Le dernier, disait-il lui-même désormais sans détour, car ses mains, à 80 ans passés, ne lui permettraient plus, il le savait, d'entreprendre quelque chose d'aussi exigeant. Élise, en découvrant le berceau, a pleuré, des larmes de joie, de celles qui ne cherchent pas à se cacher, qui coulent librement devant tout un village rassemblé, sans que personne n'y trouve rien d'inconvenant, tant l'émotion, ce jour-là, semblait partagée par tous ceux qui étaient présents. Elle a serré son grand-père dans ses bras, longuement, et j'ai entendu, dans le silence qui a suivi cette étreinte, quelque chose que je reconnais depuis toujours chez les hommes, la gratitude muette de quelqu'un qui comprend qu'on vient de lui offrir bien plus qu'un objet. Quelques semaines après cette présentation publique du berceau, Antoine est venu jusqu'à moi, seul cette fois, un soir de juillet où la chaleur du jour s'attardait encore dans l'air malgré le crépuscule qui commençait à teinter le ciel de rose et d'oranger. Il s'est assis contre mon tronc, avec cette lenteur prudente des hommes âgés qui négocient chaque mouvement avec leur propre corps, et il a posé sa main, un instant, sur mon écorce avant de commencer à parler. Il m'a dit, et je me souviens de chacun de ses mots, car il y avait dans sa voix une gravité tranquille qui donnait à chaque phrase un poids particulier, qu'il avait choisi le bois de ma branche tombée précisément parce qu'il connaissait mon âge, ma présence dans cette vallée depuis des générations bien antérieures à la sienne. Il m'a raconté que son propre grand-père, menuisier lui aussi, lui avait enseigné enfant qu'un bois pris sur un arbre jeune porte en lui l'impatience de la jeunesse, tandis qu'un bois pris sur un vieil arbre, un arbre qui a vu passer les saisons sans jamais se presser, porte en lui une patience que l'on retrouve, disait-il, dans l'objet fini, dans sa manière de traverser lui-même le temps sans se fissurer, sans se déformer. Il m'a dit aussi qu'il avait voulu, avec ce berceau, relier 3 générations à la fois, la sienne, qui touchait à sa fin, celle de sa petite fille, qui commençait tout juste sa vie de femme et de mère, et celle de l'enfant à naître, qui ne connaîtrait peut-être jamais son arrière-grand-père autrement que par les récits qu'on lui en ferait, mais qui dormirait, dès ses premiers jours, dans un objet façonné par ses mains à lui, portant en lui, littéralement, la sève d'un arbre plus ancien encore que toute sa lignée réunie. Il a ajouté avec un rire doux, presque timide, que c'était sans doute là une pensée bien grandiloquente pour un simple berceau, et que sa femme, si elle avait encore été de ce monde, se serait certainement moquée de lui pour avoir mis tant de philosophie dans un objet destiné, après tout, à recevoir les nuits agitées et les pleurs d'un nourrisson. Mais il a dit aussi plus bas que c'était précisément cela, la beauté du métier de menuisier. Transformer une chose aussi ordinaire, aussi humble dans sa fonction, en un objet qui porterait, bien après sa propre mort, quelque chose de lui-même et de son histoire. L'automne est venu, comme il vient toujours, avec ses lumières plus rasantes et ses premières feuilles qui commencent à jaunir avant de tomber. Et c'est en octobre, un matin frais où la brume s'attardait encore dans le creux de la vallée, qu'Élise a mis au monde une fille qu'elle a prénommée Marguerite, en hommage, m'a-t-on dit plus tard,
à son arrière-grand-mère, l'épouse d'Antonin, disparue quelques années auparavant. Le berceau a accueilli dès les premiers jours cette petite Marguerite, et Antoine, quand il venait rendre visite à sa petite-fille et à son arrière-petite-fille, ne manquait jamais de s'attarder longuement près du berceau, observant l'enfant dormir avec une expression que je ne saurais décrire autrement que par le mot bonheur. Un bonheur simple, sans emphase, celui d'un homme qui voit se réaliser sous ses propres yeux ce qu'il avait imaginé et espéré pendant les longs mois de travail solitaire dans son atelier. Il venait me voir aussi dans les semaines qui ont suivi la naissance et il me racontait, avec une joie qu'il ne cherchait plus à contenir, les progrès de Marguerite, ses premiers sourires, la façon dont elle agrippait déjà, disait-il, les montants sculptés du berceau de ses petites mains encore maladroites, comme si elle cherchait, sans le savoir, à toucher les feuilles de chêne qu'il y avait gravées. Antoine est mort 2 hivers plus tard, paisiblement dans son sommeil, à l'âge de 83 ans. Le village tout entier a suivi son cercueil jusqu'au cimetière, et j'ai appris, par les conversations que j'ai surprises dans les mois qui ont suivi, que le berceau qu'il avait fabriqué avait continué de servir bien après sa mort. Non seulement pour Marguerite, mais aussi, quelques années plus tard, pour son petit frère, puis, une génération après, pour les propres enfants de Marguerite, devenue mère à son tour, le berceau se transmettant ainsi de génération en génération comme un fil discret et solide reliant les vivants aux morts. Ce soir, l'été s'attarde encore un peu dans l'air, avec cette chaleur douce des soirées de fin de saison où le jour refuse de céder tout à fait la place à la nuit. Je pense souvent, à cette période de l'année précisément, à Antoine, à ses mains épaisses qui suivaient le fil de mon bois avec cette attention si particulière, à cette branche tombée qui aurait pu, comme tant d'autres avant elle, pourrir simplement dans l'herbe sans que personne n'y prête attention et qui est devenue, grâce à lui, un objet capable de porter, à travers les générations, quelque chose d'aussi précieux qu'un enfant endormi. Je ne sais pas où se trouve aujourd'hui ce berceau, ni combien d'enfants y ont dormi depuis Marguerite, ni si les motifs de feuilles de chêne sculptés par Antoine sont encore visibles, adoucis peut-être par des décennies de mains d'enfants qui s'y sont accrochés. Mais je sais que quelque part, dans une maison que je ne verrai jamais, une partie de moi continue d'exister sous une forme différente de la mienne, façonnée par l'amour patient d'un vieil homme pour sa lignée. C'est une chose étrange et belle à porter pour un arbre, savoir qu'une part de soi-même, détachée par une tempête d'hiver, a pu devenir, entre des mains habiles et aimantes, le refuge des premiers sommeils de plusieurs générations d'enfants. Je n'ai pas besoin de voir ce berceau pour savoir qu'il existe encore quelque part, qu'il continue de porter, dans son bois patiné par le temps, un peu de cette patience que je porte moi-même depuis 400 ans. Si vous êtes encore là, sous mon ombre, à m'écouter, revenez demain. J'ai 400 ans de souvenirs et celui de demain vaut la peine d'être entendu. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.